Je vais vous parler de sécurité psychologique aujourd'hui, ce soir. Et là, je suis sur scène. C'est la première fois que je viens à Tours en plus. C'est assez marrant. Et j'ai une petite question quand même à vous poser avant de démarrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un à main levée qui souhaiterait venir ici, sur scène avec moi? Une personne et encore, tu avais la main puis. Ok, une personne. Alors pourquoi les autres vous ne voulez pas venir? C'est pas pourquoi. Ouais. Ok. Pour de l'inconnu. Quoi d'autre? On sait pas ce qu'on va nous faire faire. Ouais. Ok. Pas forcément confiance, on sait pas qui je suis. Ça marche. Quoi d'autre? C'est embêtant, hein? Parce qu'on finalement, on sait pas pourquoi. On a un peu peur, mais est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Et souvent, ce qui stresse, hein, alors, on imagine plein d'idées. Ce qui pourrait se passer, il pourrait se passer plein de choses, mais il y a très peu de choses qui vont faire partie de ce qui nous stresse et ce qui vont vraiment se passer. Alors, vous ne me connaissez pas, peut-être que c'est ça le truc. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Benoît Daroux. Hop, je crois qu'il y a un petit truc derrière. Je vais me présenter comme je me présente à des équipes quand je les rencontre pour la première fois. Donc, je m'appelle Benoît, j'ai 42 ans. Je suis papa d'un petit garçon. Je suis sur la région toulousaine. Je suis plutôt gourmand, plutôt sucré. Donc ça marche bien parce que j'aime bien les conversations assez impromptues. Donc une pause café. Du coup, les petits apéros comme ça, ou les pauses café avec un truc à grignoter, ça me va très bien en fait pour rencontrer des gens et commencer à travailler. Au quotidien, ce que je fais, c'est que j'aide des équipes ou des personnes qui sont en tension ou en grande difficulté sur des projets à retrouver un élan, un dynamisme ensemble, sans forcément aggraver la fatigue qui est déjà bien ancrée dans l'équipe. Généralement, je m'arrête là quand je me présente. Pour vous qui êtes peut-être dans de la partie, je suis du coaching, donc je suis coach organisationnel, coach pro. J'ai monté ma propre boîte l'an dernier, qui s'appelle Auteur d'être. Donc ça débute, ça démarre comme on dit. Et j'ai écrit deux bouquins. Le dernier est sorti cette année, donc qui parle justement de sécurité psychologique et de comment le mettre en place en pratique et changer aussi l'organisation pour pouvoir avoir des cadres d'organisation qui vont favoriser cette sécurité psychologique sans forcément être trop contraignant ou coercitif. Donc c'est un parti pris que vous allez voir petit à petit pendant les slides. Maintenant que vous me connaissez, vous avez changé d'avis? Tu veux toujours venir? Oui, je suis un peu moins stressé, on va dire. Un peu moins stressé? Ouais. Donc finalement, ça suffit pas de se connaître. Ça marche pas, quoi. En fait, se présenter, se connaître, c'est pas ça qui rend un cadre sécurisant. Ben, ce que vous venez d'expérimenter là, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Vous ne me faites pas confiance, vous me faites confiance, mais ça suffit pas. Et en fait, c'est typiquement le sujet de recherche d'une chercheuse, donc qu'a cité Fanny juste avant, qui s'appelle Amy Edmondson. Donc, elle s'est rendue compte en fait par hasard, par une erreur, de ce que c'était. Ce concept de sécurité psychologique, ça existe depuis assez longtemps. Ça prenait d'autres noms dans les années 60. C'était la liberté psychologique. Il y avait un petit peu derrière ça, mais ça a vraiment pris son essor dans la fin des années 90, où justement, Amy Edmondson s'est mise à étudier des groupes de personnes qui travaillaient sous stress, où il faut prendre des décisions rapidement, où il y a des enjeux très forts. Elle est allée dans les hôpitaux, dans les services de néonatalité. Généralement, ça constitue tout ça. Et elle a monté une étude pour trouver qu'est-ce qu'une équipe performante. C'était sa question. Et le point de départ, c'est une équipe performante, c'est une équipe qui ne fait jamais d'erreur. Donc on va trouver pourquoi elle ne fait jamais d'erreur. Elle a mené une enquête, 2 enquêtes, 3 enquêtes, et à chaque fois, ça tombait à plat. Les équipes les plus performantes étaient celles qui faisaient le plus d'erreurs. Ça n'allait pas. Donc elle s'est penchée pourquoi elle avait ce constat. Et elle s'est rendue compte que la question était mal posée, et qu'en fait, les équipes qui font pas le plus d'erreurs, mais qui rapportent le plus d'erreurs, sont plus performantes. Parce qu'elles peuvent partager des doutes, elles peuvent partager des craintes, une erreur, ce qu'on peut imaginer, sans forcément être blâmé derrière, sans qu'il y ait de reproches. Et c'est ça qu'a donné le terme de sécurité psychologique. Et la fameuse définition qu'on retrouve assez souvent, qui est que c'est la conviction que personne ne sera puni ou humilié d'avoir partagé un doute, une erreur à l'ensemble de l'équipe, en prenant un risque interpersonnel.
Quand je vous ai demandé de venir me rejoindre, je vous ai demandé de prendre un risque interpersonnel. Et dans notre quotidien, en fait, on n'aime pas les risques. On fait de la gestion de risque, on veut les minimiser. Et on est tous câblés là-dessus. Oser en prendre, ça ne fait pas partie de l'ADN. Donc c'est pour ça que c'est très difficile. Je vous rassure, comme disait Fanny, je fais des cons depuis pas mal de temps et celle-là, je l'ai donnée avec cette question-là depuis 2023. Personne n'a jamais voulu monter sur scène. Et quand je pose la question, il y a une ou deux mains levées. C'est tout le temps comme ça. Donc c'est tout à fait normal. Il y a quand même des choses importantes, enfin, moi, qui m'ont attiré en fait l'œil. C'est le début. C'est une conviction. Une conviction, c'est une croyance. C'est une croyance. Une conviction, c'est lié à nos valeurs. Donc c'est les miennes, c'est peut-être pas les vôtres, mais j'en sais rien. Et en fait, il y a une part d'inconnu là-dedans. Je peux avoir des valeurs contraires aux vôtres, je peux avoir une croyance qui peut être limitante, qui n'est pas la vôtre. Mais sans le partage, sans l'échange, en fait, je ne peux pas me positionner face à vous, je ne peux pas le savoir. Donc en fait, je vais vraiment à l'aveugle ici. Quand je me dis, bah, tiens, je peux prendre ce risque, je ne sais pas si je pouvais vraiment le prendre à la fin. Donc c'est ça qui peut rendre l'exercice parfois difficile. Donc tout le reste là, je ne vous demanderai pas de venir, je vous rassure. Tout le reste là, de la présentation, ça va consister à réfléchir justement à comment mettre ce cadre sécurisant. Parce que ce n'est pas de la confiance dont on a besoin ici, c'est autre chose. Je vous laisse là-dessus méditer. Il y a un petit chiffre là qui m'a interpellé, assez récent de l'année dernière, 62%, 2 personnes sur 3. 2 personnes sur 3 qui ne peuvent pas être authentiques au travail, qui ne peuvent pas forcément être elles-mêmes au travail. C'est à corréler avec, si vous lisez un petit peu ce qui se passe en ce moment, une personne sur 2, c'est 47% à peu près, qui est en détresse psychologique au travail. Parce qu'on ne peut pas être plus ou moins authentique. Et on ne peut pas avoir de vulnérabilité au travail et pouvoir les exprimer. Quand je parle d'authenticité, c'est ça. J'ai un problème, je ne peux pas le dire. Du coup, je suis seul face à ce problème. Ça devrait être l'inverse. Hein. J'ai une équipe autour de moi, je dois être capable de pouvoir échanger et de pouvoir être épaulé. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas longtemps, je demandais à quelqu'un, justement, est-ce qu'il se sentait en sécurité avec ses équipes et qu'il pouvait tout dire. Il m'a dit oui. Après, je peux tout dire, ça dépend avec qui. Et ouais, mais ça dépend avec qui. C'est ça le problème. Pourquoi c'est pas tout le temps pareil? Pourquoi c'est pas tout le temps avec la même personne? Pourquoi tu as un masque à un moment donné? Et face à ça, en fait, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le même discours suivant les gens. Et c'était problématique, parce que derrière, il fallait constamment switcher, changer de contexte, toujours se dire à qui je parle, comment je dois être perçu, etc. etc. Donc c'est assez, contraignant au quotidien de devoir à chaque fois penser à ce genre de choses. Et les chiffres, il faut généralement s'en rendre compte. Enfin, moi, j'aime bien m'en rendre compte. 2 personnes sur 3 ici, si c'est pas vous, c'est votre voisin de droite et de gauche. Et ouais. Une personne sur 2, si c'est pas vous, c'est un des deux. C'est personne devant vous ou à côté. C'est ça le truc. Et une fois qu'on a visualisé que ça fait du monde, ben on se dit, en fait, c'est assez présent. Parce que 62, on s'en rend pas compte, 62%. Donc, ça, c'est des chiffres qu'on voit passer assez régulièrement, mais on n'en fait jamais rien. On le lit souvent dans un article, et après, j'en fais quoi de ça? Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir peut-être se positionner face à ça. Donc là, je vous ai fait le petit questionnaire simplifié d'Amy Monson. Il y en a 3. Il y a le simplifié, il y en a un peu plus long qui fait 8 questions, et il y a le très long, il en fait 50, 60. Voilà. Je ne le donne jamais à qui que ce soit celui à lire. Ça, c'est le petit questionnaire pour se positionner. 5 questions, à vous de répondre dans votre tête. Voilà. On va essayer d'être anonyme, pour vous. On n'est pas encore dans un cadre sécurisant. 5 questions, et vous répondez dans votre tête de 0 à 4. 0, pas du tout. 4, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre 1, 2, 3. Vous verrez pourquoi je mets de 0 à 4 et pas de 1 à 5, un peu plus tard. C'est peut-être plus simple. Évitez les virgules, parce qu'après, je vous fais faire une moyenne. Donc à 5, normalement, ça devrait le faire. Avec des virgules, c'est plus compliqué. La première question, c'est dans mon équipe. Alors vous prenez votre équipe actuelle, si vous voulez, ou une que vous avez rencontrée. Dans votre équipe, est-ce qu'une erreur est reconnue contre moi quand je la fais? Donc 0 tout le temps, je ne peux pas faire d'erreur. 4, il n'y a aucun problème. Je peux faire des erreurs, on apprend ensemble.
Je vous laisse réfléchir à quelle note vous pouvez mettre là-dessus. Après, toujours pareil, dans mon équipe, est-ce que je peux poser des questions difficiles? 0. Une question difficile, ça c'est assez personnel. Ça dépend ce que tu vois. Moi, une question difficile que je pourrais imaginer, c'est on a du retard pour terminer le travail et j'ai besoin d'avoir une rallonge de temps. Mais je sais que derrière, ça va pénaliser du monde. Donc ma question, est-ce que je peux avoir un peu plus de temps pour le finir alors que derrière tout le monde attend? Ça peut être difficile à poser. Parce que ça implique que je me suis peut-être trompé, ou que j'ai peut-être été plus lent que tout le monde, ou que j'ai pas réussi, etc., etc. Ça peut être ça. Mais après, vous pouvez jauger, vous, ce qui est une question difficile. Hein. C'est assez libre. Donc 0, il ne faut surtout pas que j'en pose. Hein. Plus je me tais, mieux c'est. Et 4, je peux tout poser, il n'y a aucun problème. Ensuite, est-ce que je peux prendre un risque? Est-ce que je peux prendre une initiative dans mon projet? Donc pareil, 0, surtout pas. Il ne faut surtout pas sortir des clous. 4, il n'y a pas de problème. Hein. Ensuite, est-ce que je peux demander de l'aide? Alors, demander de l'aide sans que derrière il y ait un refus. Je demande de l'aide et derrière quelqu'un vient m'aider gentiment. Donc 0, bah, à qui je vais demander? À personne. 4, oui, oui, oui. On a un point régulier tous les jours pour ça. Et enfin, celle-là elle fait mal, est-ce que mes compétences et mes talents sont utilisés au travail? 0, on ne sait pas ce qu'il y a sur mon CV. 4, oui, j'ai le poste idéal, adéquat. Donc là, je vous laisse faire la moyenne de tout ça. Faites la somme, vous divisez par 5. Vous pouvez avoir des calculettes. Et vous devez tomber sur un chiffre. Ça peut être un peu approximatif, c'est pas trop grave. Vous l'avez votre chiffre? Alors est-ce qu'il y en a, je ne vous demande pas votre chiffre, mais est-ce qu'il y en a qui ont 4? Ouais, 4? Bah, on va, ok, pas mal. D'autres? C'est rare, hein, 4. Hein. 4 sur 4. Peu importe votre chiffre, l'idée c'est pas d'être à 4, d'être au max, c'est juste de se positionner. Et la question qu'on se pose après, c'est si demain vous en parlez à vos collègues, moi aux questions là, Benoît, j'ai mis 4 sur 4. Et toi, tu crois qu'on est combien? Vous aurez répondu quoi à vos collègues? Ils seraient d'accord avec vous ou pas? Parce qu'on n'a pas forcément la même vision sur justement ce genre de choses. Alors, pourquoi je vous ai demandé de faire ce chiffre-là? Parce qu'en fait, ça nous donne le niveau. Le niveau qui a été plus loin théorisé par Timothy Clark. C'est pareil, c'est une grande figure de la sécurité psychologique comme Edmondson. Lui, il a identifié différents niveaux de sécurité psychologique. Et ce niveau-là, je vous l'ai fait calculer. En gros, c'est le chiffre des unités. Vous enlevez tout ce qu'à la virgule, et puis vous gardez le chiffre, et vous êtes à peu près sur le bon niveau. Donc si vous êtes à 0, c'est vraiment le bas du tableau. Vous êtes sur aucun des niveaux, c'est le niveau de l'exclusion. En gros, si vous avez 0 partout, vous n'avez pas forcément votre mot à dire. Quand on commence à être au niveau 1, c'est qu'on est au niveau de l'inclusion. Donc on a franchi un petit seuil où on vous écoute. Maintenant, on ne va peut-être pas faire ce que vous dites, mais en tout cas, on vous a écouté. Pas entendu, mais écouté. Quand on passe au niveau 2, c'est-à-dire que face à une difficulté dans votre équipe, vous pouvez émettre votre avis et apprendre des autres. C'est le niveau apprenant. Niveau 3, généralement, c'est que vous pouvez contribuer à résoudre le problème avec votre équipe. Vous apportez un petit peu votre pierre à l'édifice. Et le 4, qui est assez difficile à atteindre, parce que c'est là où on passe à un niveau où on est sur une équipe généralement plutôt innovante. C'est le niveau challenger, pas comment on pourrait dire ça. En gros, on pose une idée, vous arrivez avec la vôtre, et on change pour appliquer la vôtre. Vous arrivez à challenger la résolution de problème avec votre idée à vous. Donc, peu importe où est-ce qu'on se trouve, l'idée c'est juste de se dire on est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez aller plus loin? Comment on fait pour ne pas descendre? Et puis, est-ce que ça vous convient? Parce qu'on peut très bien se limiter au niveau 2, c'est pas un problème. Hein. Généralement, on lit ça sur une échelle par rapport à la permission et au respect de la parole. La permission, c'est à quel point je peux m'exprimer, et le respect, c'est à quel point on m'écoute. Donc évidemment, si on vous permet de parler mais qu'on ne vous écoute pas,
bon, ben, on exploite plus ou moins ce que vous faites. Et si on ne vous permet pas trop de parler, mais on vous écoute, hein, c'est du paternaliste. Hein. Paternalisme, tout simplement. Hein. Être mignon, oui, racontez-moi, mais allez, on fera comme j'ai dit. C'est un peu ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un juste milieu en permanence. Donc, une fois qu'on s'est positionné, on va pouvoir être capable d'aller plus loin, de creuser. Parce que quand on ne s'en rend pas compte de ça, il faut, comment dire, avoir quelques billes pour comprendre qu'est-ce que ça va changer en fait à mon quotidien, d'inclure de nouvelles pratiques. Donc moi je m'inspire pas mal de Simon Sinek. Bon, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Il est bon quand il parle. J'ai failli, pour la petite histoire, j'ai failli l'avoir en speaker. J'ai failli, parce qu'il est très cher. Mais j'ai rencontré ses assistants pour la petite histoire, pour avoir un rendez-vous pour l'inviter. On a discuté, tout ça, très bien. Puis quand on a parlé prix, je n'ai pas compris le chiffre. Je n'ai vraiment pas compris le chiffre. Je me suis dit, c'est une façon de dire, je sais pas moi, 1500, comme nous on fait à 1500, 1500. Non, c'était 150 000. Mais bon, en tout cas, les livres sont plus abordables. Moi, je lui pique une de ses histoires. Peut-être vous connaissez l'histoire du capitaine Swanson. On est sur le front de guerre. Capitaine Swanson est avec son équipe. Et ça se passe pas bien, il faut partir en hélicoptère d'un coup. Il y a un de ses soldats en face de lui qui se prend une balle dans le cou et il tombe au sol. Il n'est pas mort, mais il tombe au sol. Que fait le capitaine Swanson? Il saute de l'hélicoptère et il va le chercher sur son dos. Et il en rapatrie 2-3 autres en même temps. Après ça, il a eu plein de médailles, tout ça. Et lui, Sinek, il s'est intéressé justement à des contextes comme Amy Simonson, où il est question de vie ou de mort, où il faut prendre des décisions très rapidement, c'est les militaires. Et il a rencontré plein de gens qui avaient fait la même chose. Et il leur a demandé, mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu as fait ça quoi? Et la réponse a été unanime. À chaque fois, je l'ai fait parce qu'il l'aurait fait pour moi. Ça a toujours été la réponse. Et en fait, c'est ça la sécurité psychologique. Et c'est différent de la confiance. Je vous ai demandé juste avant, est-ce que vous voulez venir? Et j'ai joué sur la confiance. La confiance, c'est un truc entre nous. C'est vous me faites confiance. Ça peut se rompre comme ça, mais vous me faites confiance. La sécurité psychologique, c'est l'effet miroir. C'est moi qui renvoie un cadre où vous êtes en sécurité avec moi. En fait, c'est l'autre pan. Donc, dire à quelqu'un, l'équipe, elle a confiance en elle, il y a une bonne ambiance, en fait, ça va dans un sens, mais ça ne va pas dans l'autre. Oui, on a confiance. J'ai confiance que dans l'équipe, tu ne vas pas me mettre des bâtons dans les roues. Par contre, je ne me sens pas en sécurité quand je suis en réunion avec toi, parce que ça peut partir dans tous les sens. Et en fait, c'est ça, la sécurité psychologique, qu'on confond souvent avec la confiance. Mais c'est juste l'inverse. Enfin, pas l'inverse, c'est l'effet miroir. Et donc, il y a une situation là qui justement les résume pas mal, qui parle d'un groupe qui n'est pas forcément un ensemble d'individus, mais ce sont des personnes qui se font confiance mutuellement. C'est ça qu'il y a derrière. Alors évidemment, il y a le jeu de mots confiance qui vient dedans, mais on est vraiment sur cette approche-là. Donc, tout l'intérêt, quand on va mettre en place des pratiques, quand on va commencer à avoir une posture différente, ça va être justement d'aller vers ce pas-là. Et c'est tout l'enjeu parce que c'est pas forcément évident, ça nous remet en question en permanence. Parce que les pratiques, vous allez voir, c'est vous qui allez être acteur. Et c'est vous qui allez devoir vous mettre, pas en danger, mais en vulnérabilité. Et ça va prendre un risque. Et apparemment, le risque, il y avait une personne qui voulait bien le prendre ce soir. Et généralement, on se rend compte qu'il y a un manque de sécurité psychologique quand il y a des silences. On est en réunion, il y a un problème qui se passe, où il y a une question qui est posée, et puis la table est vide. Je ne sais pas si ça vous arrive, ce genre de choses, hein, où personne ne répond. On attend que le directeur, que le chef prenne la parole, disent ok, on va faire ça, et parce que faut surtout pas nous donner notre avis. En fait, le silence, il peut y avoir plusieurs typologies de silence. Hein. Il y a tout ça qui existe. Il peut y avoir un silence soumis, c'est le patron qui a parlé. Donc, j'ai pas mon mot à dire, hein. C'est lui qui sera responsable, si ça passe pas bien, tant pis. Il peut y avoir un silence défensif. Si je parle, ça se retrouve contre moi, c'est moi qui vais hériter du projet un peu boiteux, oula, je me fais discret. Il peut y avoir le silence rationnel. Je vais peut-être pas parler, parce que ça risque de mettre en porte-à-faux mon collègue à côté. Donc je fais attention à ma relation, mais je dis rien. Il y a le silence déviant.
Je vais rien dire pour les laisser dans leurs problèmes. Moi, j'ai la solution, mais il va bien se planter. Celui-là, il n'est pas terrible. Et puis, silence de timidité. Voilà. Je n'ai pas forcément l'habitude de prendre la parole, donc je vais pas. Si on me le demande pas, je vais pas le dire. Hein. Je le dirai plus tard, si on me le demande. Donc finalement, dans le groupe, s'il y a un silence, ça peut être tout ça, en fait. Et généralement, on se dit, bah, qu'il nous dit mot consent, alors maintenant le consentement, on n'est plus là-dedans, quoi, mais bon, on est tous d'accord, hein. Des questions? Voilà. Ça sert à rien, ça. Ça marche plus. S'il n'y a pas de questions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est juste le principe. Donc, ce qu'on veut arriver, avec les différentes pratiques que je vais vous montrer, c'est d'éviter ces moments de silence. Éviter qu'il y en ait. Pas qu'on parle tout le temps, mais juste qu'il n'y ait pas la place à ce qu'on puisse ne pas s'exprimer. Si on veut s'exprimer, on peut le faire. Alors, c'est bien beau tout ça, mais je commence par où? Il y a Mike Kuttmeyer, lui, qui donne enfin un peu une trilogie de comment, dans une organisation, tout se compose. Il y a un système où on va avoir une façon de travailler, un environnement, une culture d'entreprise, et puis des pratiques. C'est compliqué d'aller directement taper sur les pratiques, de dire on arrête de faire les réunions comme ceci, on les fait comme cela. C'est assez compliqué. C'est trop localisé, on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut, c'est commencer par le système dans lequel on est. Commencer par la façon dont on a des process entre nous. Et parce qu'on a ces nouvel environnement qui va peut-être faciliter les échanges, alors il va y avoir de nouvelles pratiques qui vont émerger. Souvent, on va aller droit au but, on a lu un bouquin, on a vu quelqu'un qui a une super façon de faire un atelier et on le copie puis ça ne marche pas. Un cas, s'il y en a qui font un peu d'agilité, c'est le cas Spotify. Hein. Tout le monde veut le copier, ça marche nulle part. Et même Spotify a arrêté de le faire, donc est-ce que vraiment c'était bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, la copie ne marche pas. Si on n'a pas changé le système et de la culture aussi d'entreprise qu'il y a derrière. Et la culture, bah, vous êtes tous responsables, donc vous pouvez tous agir à votre niveau. Il n'y a pas besoin d'être grand directeur ou manager pour y arriver. Hein. Tout le monde peut faire un changement de culture. Donc ça c'est à sa petite échelle, mais ça se fait quand même. Donc du coup, on va s'intéresser au système dans lequel on bosse. Et peut-être que ça fera émerger des pratiques. Question système, Kim Scott, elle est pas mal là-dessus. Elle a écrit pas mal de bouquins justement pour être plus en plus radicale sur la manière de concevoir l'environnement dans lequel on bosse. Je vous donne un exemple. Bah tiens, tu t'appelles comment? Julien. Julien. Je suis le directeur d'une entreprise. Et puis voilà, j'ai une grande mission à confier. Il faut de la poigne. Il faut prendre des décisions fermes. C'est un projet d'ampleur. Hein. Et puis, bah, tout naturellement, c'est Julien que je vois pour se relever ce défi. Vous en pensez quoi de ma décision? Okay. Okay. Oui, je suis le directeur, donc j'ai décidé, c'est ma boîte quand même. C'est une mission vraiment d'ampleur, avec faut prendre, voilà, comme tu le sais, il faut prendre des décisions fermes, fortes, faut avoir de l'élan. C'est tout à fait Tu t'es reconnu dans mon speech? Oui. Oui. C'est vague, ça pourrait correspondre à plein de gens. Ouais, il y a un petit effet Barnum, hein, je t'avoue, hein, c'est fait pour. Hein. Mais oui, bon, apparemment c'est flatteur, c'est plutôt flatteur. Donc finalement, tu t'es reconnu là-dedans. Parce que, plus ou moins hein, pour l'exercice, parce que peut-être que finalement, tu as été, t'as été soumis à certains préjugés. J'utilisais un vocabulaire qui correspond peut-être à une manière peut-être que tu es ou que tu aimerais être. Mais finalement, ça t'a pas choqué. On t'a applaudi. Apparemment, on a vu en toi quelqu'un de ferme. Donc ça le faisait très bien. Donc là, c'est un préjugé. Donc un préjugé, si jamais ici, vous vouliez le contrer, on parle plutôt, on commence une phrase avec le « on » pour rappeler la norme. Et tu as commencé à le faire. Hein. On ne prend pas une décision tout seul. Voilà, on rappelle les règles.
Donc on a besoin parfois de personnes qui lancent un signal d'alerte comme ça. Moi, derrière, j'ai employé un vocabulaire qui m'allait bien et qui était plutôt masculin, plutôt viril, hein, un vocabulaire que j'ai essayé de voir. Hein. Et je me suis tourné vers un homme. Hein. Moi, je suis soumis à un biais de genre, parce que justement, un projet difficile où il faut de la poigne, il faut un bonhomme. Hein. Mais en fait, ça pourrait être pour n'importe qui. Donc là, généralement, on va plutôt me le dire en parlant pour soi. Je pense être tout à fait qualifié pour faire ce boulot, il n'y a pas que Julien. Et mesdames, est-ce que vous êtes sentis dévalorisés par mon propos? C'est pas très méchant non plus, mais peut-être. Oui, Fanny, oui, elle me dit oui, joue le jeu. Par habitude. Particulièrement. L'exemple, c'est que peut-être pas, enfin, je me sens pas apte à remettre en question l'exemple plus que ça. Mais rien m'a choqué dans les propos tenus parce qu'effectivement c'était l'habitude, enfin c'est assez classique. Imaginons que tu as le même rôle que Julien, mais qu'à chaque fois, je désigne un homme. Tac, 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 tac. Et à chaque fois, toi, tu n'as jamais rien. Et à un moment, ça risque de peser. En disant, mais c'est bizarre, c'est toujours les mêmes qui ont les super projets et moi, j'ai pas les bons. Et puis tu t'aperçois que toutes les femmes dans ton entreprise, c'est traité toujours de la même manière. C'est toujours les projets un peu à la ramasse ou les petits projets pas terribles. Personne n'a envie de voir. Ça peut être vécu comme des agressions. Alors on appelle ça des micro-agressions. Au bout d'un moment, ça peut faire partir les gens en burn-out. Hein. Donc micro, je ne sais pas trop si c'est le bon mot. Mais en tout cas, c'est une agression, d'une certaine manière. Et là, généralement, pour venir m'en parler, c'est avec le tu. Tu n'as pas à prendre ce genre de décision, toujours axé sur un homme. Tu devrais faire, pour me donner des conseils, hein, un tour de table. Tu devrais voir les compétences aussi de tous tes collègues femmes autour de toi, etc. Tu devrais revoir ta copie pour justement venir briser ce genre de choses. En fait, quand on laisse faire, quand il n'y a pas ce genre de pensée ou de signal d'alerte qui est levé, on va vite vers le côté coercition. Où en fait, soit on exclut les personnes parce que bon, puis ça nous renvoie en pleine figure, hein, donc c'est assez brutal. Soit alors, comme tu disais Fanny, oui, on est habitué. Donc c'est un peu la honte bien pensante si je pense différemment. C'est un peu honteux. Ou alors, parce que derrière, on a une idée, on va quand même tous travailler, on va tendre vers le conformisme. Le but, c'est de ne pas laisser passer ce genre de choses dans le système dans lequel on peut être, pour dire, non, il y a un respect qui doit être mis pour n'importe qui. Mais ça, c'est compliqué, hein, parce que ça demande de prendre à nous un risque. Donc il faut un cadre sécurisant pour le faire. C'est-à-dire que derrière, je ne vienne pas, vous embêter d'une certaine manière. Hein. Il faut que vous soyez protégé pour prendre la parole à ce niveau-là. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Donc là, c'est pour donner un petit peu l'ambiance dans laquelle on va. Donc on va creuser, on va voir comment on le fait. DEI, vous savez ce que ça veut dire? Diversité, équité, inclusion. C'est des programmes qui sont assez mis en avant dans les entreprises. Donc vous pouvez voir si vous en avez ou pas dans la vôtre. En ce moment, aux États-Unis, ils les suppriment tous. Je vous le dis de suite. Hein. Oui. Et il y avait, si vous avez suivi un peu l'actualité, une lettre qui avait été envoyée par l'ambassade des États-Unis en mars de l'an dernier pour demander aux entreprises qui bossaient françaises avec des Américains de se conformer aux mêmes règles qu'eux. Alors, apparemment, tout le monde a dit non, mais en vrai, pour les contrats, est-ce qu'ils auraient vraiment fait un truc là-dessus ou pas? Je sais pas. Moi, j'ai essayé de me renseigner sur ma boîte à laquelle je bosse, si ils avaient reçu la lettre et surtout, je me suis posé la question, et s'ils avaient enlevé ce programme qui existe, hein, j'aurais fait quoi, moi, dans mon entreprise? Est-ce que je serais parti ou pas? Parce que là, c'est vraiment à l'opposé de mes valeurs. DEI, donc le D, c'est pour diversité. La diversité, c'est pour représenter. Il y a pléthore d'études qui montrent qu'une équipe diversifiée, c'est une équipe qui réussit mieux, qui prend de meilleures décisions. La diversité, généralement, quand on parle, c'est diversité de genre, hein, de géographique, démographique, avec l'âge. Mais ça s'arrête là, hein, alors que vous allez voir, après, il y en a vraiment beaucoup plus.
l'idée c'est d'arriver à avoir plusieurs avis, plusieurs sensibilités autour d'une table pour prendre une décision. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir. L'équité, c'est un concept qui est pas facile à appréhender. C'est différent de l'égalité. C'est pas pareil. L'égalité, c'est qu'on a les mêmes chances. Imaginons qu'on doit faire un petit dessin, là. On fait des cours d'art. L'égalité, c'est que je vous donne à tous les mêmes pinceaux et les mêmes tubes de peinture. Par contre, il y en a qui sont plus talentueux que d'autres. Il y en a peut-être qui font déjà de la peinture. Il y en a qui prennent peut-être des cours, j'en sais rien. Mais voilà, vous êtes à égalité. L'équité, ça vient pour équilibrer tout ça. S'il y a quelqu'un qui a des difficultés financières, eh bien, je vais lui payer son matériel. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas dessiner, ben, je vais lui passer peut-être plus de temps. Du coup, à la fin, si on doit par exemple faire des peintures et les exposer à Tours, quelque part, dans une galerie, et qu'il y a deux personnes, une qui a eu ses tubes payés, que j'ai beaucoup aidé à dessiner, et l'autre pas du tout, qui s'est débrouillé. Il y a deux tableaux à côté. C'est qui mérite le plus d'après vous? C'est qui est plus méritant? Elle est délicate, hein, parce qu'on peut se la poser au travail si on fait une analogie. Mais elle est bizarre, hein, comme question à poser. Parce qu'elle n'a pas à se poser. Pourtant, il y a quelqu'un qui a été aidé, plus que l'autre. Est-ce qu'elle a au travail, hein, est-ce que quand vous êtes plus aidé, plus accompagné pour faire votre travail plutôt que quelqu'un, est-ce que à la fin, il n'y a pas une notion de mérite en disant, bah tiens, est-ce qu'il mérite une prime vraiment? On lui a tout mâché son boulot à cette personne. Moi, j'ai tout fait tout seul. Hein. Parfois, il y a une compétition qui peut s'instaurer. Donc, c'est plus délicat. Mais si vous ne le voyez pas, le problème, c'est tant mieux. Parce que normalement, il n'y en a pas. Mais c'est plus délicat. Parce qu'en entreprise, on peut se dire, ouais, une petite compétition, etc. En tout cas, l'équité, elle vient pour rééquilibrer tout ce genre de choses. Et l'inclusion, c'est pour rassembler. Rassembler les personnes autour d'un groupe pour qu'on puisse justement travailler tous ensemble en prenant en compte tous les avis, même les plus minoritaires. Et là, ça, généralement, là récemment, il y a une lettre qui s'est rajoutée, c'est le J de justice. Une justice avec un cadre pour protéger ce cadre-là. Pour qu'au cas où, s'il y a un problème, on puisse protéger et intervenir. Et si vous êtes bien bon au Scrabble, avec un J, ça fait Jedi. Donc justement, cette DEI, ben, on va s'en servir pour créer ce cadre. On va s'appuyer dessus. En fait, les deux sont intrigués. Ça, c'est une roue, la roue des privilèges. Peut-être que vous la connaissez. Donc, en diversité, vous voyez, il y a tout. Hein. Identité de genre, sexe, couleur de peau, richesse, logement, éducation, langue, santé mentale, neurodiversité, handicap. Il n'y a pas que juste homme-femme. Hein. Souvent, on se réduit à ça. Hein. Il y a tout ça. Alors, je vous laisse regarder. Je vous laisse vous situer. Et moi, la question piège que je vous pose, c'est dans votre équipe, vous savez situer vos collègues. Vous savez où ils sont. Plus compliqué. Hein. Peut-être certains quartiers, c'est plus évident, d'autres non. Du coup, ça c'est ce que vivent la plupart des personnes et qui peut amener des difficultés ou un manque d'équité, ou un manque d'inclusion, ou un manque de diversité dans une équipe. Donc évidemment, vous ne pouvez pas arriver demain au boulot en disant bah, « t'es où toi ?» S'il n'y a pas de cadre, personne ne vous le racontera ça. Ça se forge dans le relationnel avec des années et des années. Pour peut-être avoir un semblant de réponse, qui ne vous regarde peut-être pas non plus. En tout cas, ça fait réfléchir sur l'application de pratique dans le quotidien. Quand on va prendre une décision, comment je fais pour inclure toute mon équipe dans ma décision? Parce qu'il y a peut-être un critère dans ce que je vais prendre comme décision qui fait que ça va contraindre quelqu'un. Et à aucun moment, cette personne pourra dire « ouais, maintenant, moi, je suis pas au centre, là, je suis vraiment sur le côté, mais je veux pas le dire. » Et ça m'embête de te suivre dans ta décision. Mais je vais le faire quand même. Du coup, je me mets en difficulté. Et en fait, quand je parlais au tout début d'authenticité, de vulnérabilité, c'est ça. C'est que je peux m'exprimer, que j'ai un point de vulnérabilité à tel moment, à tel endroit,
et que je dois être accompagné, ou qu'on doit faciliter, ou qu'on doit faire différemment, si on veut m'inclure. Parce qu'on a mis la diversité, mais sans l'inclusion, c'est un problème. Alors on continue, on creuse, on va chercher, parce que dans tout ça, c'est bien beau, mais qui va faire le premier pas? Qui montre l'exemple? Je vous ai dit au tout début, tout le monde est responsable. Mais si ça vient de quelqu'un qui a une position de leader, c'est quand même plus parlant. C'est plus impactant si ça vient d'un manager, d'un directeur, qui montre l'exemple que c'est possible d'être comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien. Je ne suis pas directeur, je ne suis pas chef de quoi que ce soit. Hein. Mais j'essaie de montrer que moi, je me le permets, qu'il ne se passe rien après. Donc, autour de moi, si tu veux le faire, tu peux le faire aussi. Tu as vu, c'est rien passé pour moi. Donc s'il se passe un truc pour toi, je viendrai te défendre. Généralement, c'est quelque chose qui est assez connu autour de moi. Donc on sait que si je suis dans une pièce, on peut parler un peu plus parce que j'aurais pris la parole, si c'était le cas. Mais après, pas avoir un conflit. Hein. La sécurité psychologique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, que tout va bien. C'est juste qu'on a un espace pour parler. Mais vaut mieux qu'il y ait une tension. Alors, on parle de leadership humble. Ça, c'est une posture. On parle de posture haute, posture basse. Là, je sais pas, c'est encore en dessous du bas, quoi. C'est vraiment humble. Hein. Vraiment humble. En fait, ce qu'on veut venir chercher, c'est créer de la relation entre les personnes. Ça prend du temps, ça prend de l'effort. Je suis pas forcément à l'aise, moi, pour le faire. Hein. Pas forcément à l'aise. Hein. J'ai appris avec le temps. En vrai, je suis un timide. Hein. Je suis plutôt réservé. Et avec le temps, avec d'autres choses à côté, j'ai appris à apprécier m'exprimer en public, à être devant du monde et à pouvoir parler plus facilement. Mais en vrai, il y a 15 ans, je ne serais pas là. Je n'étais pas là il y a 15 ans. Donc, comment ça fonctionne en fait? Généralement, cette passée, on part du bas. Vous avez des rituels, des cérémonies, des événements réguliers qui sont dans l'équipe, voilà, qui font un peu cliché. Qu'on suit la lettre, des process. Hein. Il ne se passe pas grand-chose là-dedans, c'est très mécanique. Le truc, c'est de commencer à briser ça. Et de se dire, est-ce que, au-delà de cette réunion, au-delà de ce point qu'on est ensemble, est-ce qu'on échange une information? Pas obligé de raconter ma vie, hein. Déjà une information entre nous, plutôt que juste quelque chose de mécanique. Quand on part sur l'information, après, est-ce qu'on peut arriver à exprimer des jugements ou des idées? Je suis d'accord avec toi, je ne le suis pas. Je pense que ton idée est bonne, elle n'est pas bonne. J'aurais fait différemment. On arrive en fait à améliorer, à prendre un peu plus de risques, hein, parce que là on se met un peu plus en avant, mais derrière, on questionne beaucoup plus. Et on est un peu plus, quand je parle de performance, c'est qu'on est peut-être un peu plus à l'écoute de ce qu'on fait, on est un peu plus direct sur la solution. Jusqu'à arriver à peut-être parler de ses sentiments. Là c'est difficile. Hein. Déjà, les reconnaître. Qu'est-ce que je traverse comme émotion? C'est pas évident, déjà de les nommer. Les sentiments aussi, de les dire, pareil. Hein. Donc là, ça s'apprend. Pour pouvoir dire en tant que leader quelconque, hein, je sais pas faire, et besoin d'un coup de main, ça pose quand même une base hein, assez forte d'exemplarité, on a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas savoir, et on a le droit de demander de l'aide aux collègues. Vous auriez fait quoi à ma place? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je devrais faire de différent? C'est vraiment la barre qui passe. Donc ça, c'est quelque chose à pratiquer régulièrement. Donc, ça se passe dans les réunions, ça se passe aussi à l'écrit, ça se passe dans les entrevues en tête-à-tête, ça se passe dans les points informels, ça se passe en fait tout le temps. Alors, je ne vous dis pas d'y penser tous les jours, hein, mais c'est une mécanique qui peut prendre du temps, en fait, parce qu'on n'est pas habitué. Et surtout, de dramatiser, si moi je me mets en position comme ça, plutôt humble, et que vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Si je vous demande de l'aide et que vous ne savez pas, c'est pas grave. Il n'y a pas d'objectif derrière de m'aider, c'est pas un ordre que je vous fais de m'aider, il n'y a plus d'une notion trop hiérarchique derrière tout ça. Donc il faut arriver à casser ce genre de choses. Donc ça c'est petit à petit, et là on va rentrer dans le vif du sujet, avec différentes pratiques sur comment est-ce que j'exerce finalement une certaine autorité sur ce que je fais. Donc là vous avez deux échelles, l'échelle de l'engagement et de la participation. Parce qu'on est peut-être tous participants à une réunion, et puis après, si je veux des personnes pour porter des actions, il n'y a plus grand monde. Donc l'engagement, c'est pas pareil que la participation. Et ça se voit, j'imagine, moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est peut-être pour vous pareil. Hein.
On fait une réunion, on fait une feuille de route super, tout le monde est d'accord, on met même notre prénom hein, pour dire moi je fais telle activité tel jour, le 12 du mois. On revient le 12, il n'y a rien qu'à bouger. Voilà. Donc la question ici c'est pour prendre une décision, où est-ce que vous vous placez? Alors on peut aller sur les 9 niveaux, hein, ça va de 0 à 8. Il n'y a pas obligation d'être sur le dernier qui est censé être le plus vertueux. C'est juste que pour une telle décision à prendre, est-ce que je sais où est-ce que je me place? Et est-ce que du coup je sais vers quelle échelle de pouvoir je me transpose? Si je décide, j'ai un pouvoir sur l'équipe. Donc j'ai décidé, faites-le. J'ai décidé, donnez-moi vos retours. C'est moi qui ai décidé à la fin. Je commence à avoir un peu de coopération et d'engagement quand on va avoir un pouvoir avec. C'est-à-dire que je vous propose des solutions ou je vous laisse choisir une solution, mais à la fin je donne mon aval, je valide un budget. Ça peut être que ça, hein. Il y en a toujours ce pouvoir avec. Hein. On peut aller sur ce créneau-là. Et le niveau justement humble, c'est quand on délègue tout ça à l'équipe. Donc voici le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Voire même, quel est le problème? Je ne vous le donne même pas. Et comment vous allez le résoudre? Donc c'est pour donner une idée qu'il y a plusieurs niveaux quand on veut prendre une décision et justement qu'on peut aller creuser ce genre de choses. Une fois qu'on sait où on va, qu'on a les gens qui s'engagent, qu'on sait qu'on prend une décision, il faut la prendre cette décision. Et moi je vous donne un exemple, un vrai exemple, qui est arrivé de décision. Fin d'année, faut aller au restaurant pour fêter la fin d'année, l'équipe, tout ça, on est content. Et pour choisir le restaurant, on fait quoi? On fait un vote. Vous faites tout ça, j'imagine, un petit sondage. Voici les résultats. Donc il y avait 26%, le gagnant va manger dans un restaurant italien. Okay. Sauf qu'il y en a 74 qui voulaient manger ailleurs. Alors est-ce que je suis vraiment inclusif là-dessus, à votre avis? Pourtant je demande à tout le monde. Tout le monde a voté. Non, c'est pas la démocratie ça? Ouais, mais du coup, dans une équipe où je veux faire attention à toutes les minorités, à toutes les voix peut-être qui ne s'expriment pas forcément, je ne suis pas inclusif. Donc il y a plusieurs autres façons de voter. Il y a le vote de Condorcet, il y a les votes liquides, il y a plein de choses comme ça qui permettent de prendre en compte différents niveaux, qui sont beaucoup plus performants que prendre juste la majorité comme ça. Parce qu'ici, pourquoi j'ai pas voté pour l'italien moi? Vous n'en savez rien. J'ai peut-être une allergie alimentaire au gluten, hein. Les pizzas, pas terrible. Hein. J'ai peut-être une mauvaise expérience dans ce restaurant, j'ai été malade, je ne veux plus y retourner. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans le service que je ne veux pas revoir, parce qu'on a l'indifférent. J'ai peut-être un interdit religieux, puis j'ai plein de solutions que j'ai peut-être pas envie de vous partager. Donc là, qu'est-ce qu'on fait si je ne veux pas venir parce que je veux vraiment pas y aller à ce restaurant? Ben, je viens pas, du coup je suis exclu du groupe. C'est dommage, hein. Alors comment on aurait pu contrer ce genre de choses? On aurait pu faire ça avec ce modèle. Ça prend en compte ce qu'on appelle les core protocols. C'est un modèle c'est issu de l'holacratie. C'est un peu remanié. Je donne ma décision, on va fêter le repas de fin d'année. On va fêter un repas. Qui est partant? Et je donne le statut qui est partant pour manger dans le restaurant italien. Et là on fait un vote à main levée. Donc pas de problème, le pouce en l'air. Je veux pas, le pouce en bas. Et puis vous avez une troisième option, la main à plat. C'est je me range de l'avis de la majorité. Ça me va. C'est pas un pouce, mais si on n'y va pas, c'est pas grave. Si on y va, ça me va aussi. Voilà. C'est le pourquoi pas. S'il n'y a que des pourquoi pas et des ok, on y va, il n'y a pas de problème. Si jamais ça crée une tension, donc c'est le mot qu'on emploie, une tension, c'est quand quelqu'un va mettre le pouce en bas. Ça ne me convient pas. On peut lui demander pourquoi. J'ai peut-être pas envie de vous le dire pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour te faire changer d'avis? Peut-être nous montrer le menu et voir qu'il n'y a pas que des pizzas à manger. Parce que je suis peut-être inquiet pour mon allergie et je verrai qu'il y a un plat qui me va bien et puis on passe. Donc si c'est le cas, c'est mon objection, montrez-moi la carte, je la lis et puis je peux changer de mon avis. Si jamais je change mon avis et que la carte on la voit et que ça crée une autre tension chez quelqu'un, on refait un tour de vote à nouveau. L'idée c'est
toujours d'avoir ce consensus. On va quand même le rechercher. Parce que là où ça devient compliqué, parfois les gens sont étonnés. Si j'ai toujours mon pouce en bas et que je suis vraiment pas d'accord pour le faire, on fait quoi? Vous ferez quoi, vous? On peut proposer autre chose. Ok. Et si t'as pas d'autre idée? Parce qu'il n'y a pas trop de place. Là, c'est midi moins 5, il n'y a que celui qui a répondu. C'est ce restaurant ou aucun. Pardon? On demande à la personne qui n'est pas d'accord avec la proposition de donner son idée. Elle n'en a peut-être pas. Parce que là, peut-être, mais peut-être qu'elle n'a pas de solution B en disant je sais pas. Là, c'est rigolo, c'est le repas, mais on peut imaginer c'est plus tendu au travail. Mais On propose que la prochaine fois ce soit elle qui propose. Pourquoi pas? Mais là, aujourd'hui, là, il est midi moins 5. On en joue? Si c'est une minorité, on va vraiment s'attaquer pour la priorité après. Donc, On va d'abord et sans eux, tant pis. donc, tant pis pour la personne. C'est une question que je me suis vraiment posée. Mais est-ce que j'inclus vraiment la personne ou est-ce que je suis pas en train de l'exclure? Parce que la plupart des gens vont dire tant pis, on ferait sans toi. Mais comment elle se sent cette personne derrière? C'est peut-être pas sa faute, peut-être qu'elle est contrainte, elle n'a peut-être pas voulu vous le dire, elle se sent pas assez en sécurité pour vous le dire, et là ça renforce le fait que, en plus qu'elle n'est pas en sécurité, en plus on peut faire sans elle. Donc ça peut coller à nouveau, un truc, et vraiment l'enfoncer dans ce qu'elle est, dans le mal-être dans lequel elle peut être. Donc c'est très délicat. Moi je suis plutôt d'avis d'annuler carrément la décision. Eh bien on ne mange pas aujourd'hui ensemble, on le reporte à une autre fois. Mais aujourd'hui, on ne mangera pas ensemble. On n'a pas trouvé un consensus. Et on réfléchira pour la prochaine fois. Et peut-être après en tête-à-tête, j'irai voir la personne pour lui demander est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu n'as pas une autre idée? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Est-ce qu'il y a un truc est-ce que tu as envie d'en parler avec moi déjà? Est-ce que tu en parles à quelqu'un d'autre? Enfin, remettre un environnement pour qu'on puisse avoir quand même son avis. De qu'est-ce qui ne lui plaisait pas là-dedans. Tant qu'elle se dévoile complètement. Donc ça prend du temps. Ça prend beaucoup plus de temps que mettre un sondage dans Teams. On va où? Mettez un pouce, tout ça. Du coup, est-ce qu'on n'a pas peur de la stigmatiser parce qu'au final, on n'a pas eu le repas? C'est là où, dans le cadre où on est, c'est que si on fait tout ça, c'est justement pour éviter d'exclure quelqu'un. Donc de stigmatiser en disant on n'y est pas allé à cause de toi. Si tu n'as pas mis le cadre, oui, ça risque de stigmatiser en disant on n'y est pas allé à cause de toi, donc c'est ta faute, la prochaine fois tu as intérêt à être d'accord, ou on va avoir à l'œil pour être sûr que ça te convienne. Donc oui, il faut en discuter, il faut donner les bases au début, il faut expliquer le pourquoi on fait ce genre de vote, pourquoi est-ce qu'on va faire attention à ça, et que si on ne se met pas d'accord, on ne le fera pas pour ces raisons-là. Du coup, ça veut dire qu'il existe un cadre dans lequel c'est OK Oui. de ne pas participer. Exactement. Mais tu le dis au début, tu t'explicites les règles. Il faut les rendre explicites, parce que c'est vraiment pas implicite. Surtout dans le travail, et quand on reprend la définition du début, avec cette notion de partage de valeurs et de croyances, où on ne les a pas partagées au début. Et donc on n'en sait rien. Donc oui, il faut les expliquer en permanence, et leur rappeler. Et ça prend du temps. Ouais. Vous n'allez pas être déçu, parce que derrière, il y a une slide, je l'ai bise, je ne suis pas fier de celle-là, parce qu'elle est très verbeuse, mais bon, pour justement montrer à quel point ça prend du temps. Voilà. Je me suis vraiment posé la question, quand j'invite quelqu'un, quand je prépare une réunion, un point, un atelier, comment je fais pour vraiment m'assurer que les personnes viennent avec un cadre et qu'elles peuvent se l'approprier? Il n'y a pas plus tard que hier, j'ai discuté avec quelqu'un et on s'est dit on se donne rendez-vous en septembre. Ok? Bloque-moi dans mon agenda pour être sûr qu'on se revoit. Et l'agenda, c'est point avec marqué Benoît / et je ne dirai pas le nom de la personne. C'est tout. C'est dans 6 mois. Bon, dans 6 mois, je n'aurai rien préparé. Je vais essayer de me souvenir de ce qu'il voulait, mais je vais arriver à la fleur au fusil. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment je me comporte? En plus, on ne s'est jamais vraiment vu. Donc, j'y vais vraiment, coucou, c'est moi. Mais je le sais. Tant pis pour lui. Généralement, quand je reçois ce genre de choses, là, ça sera plutôt sympa, donc ça devrait bien se passer. Mais quand c'est vraiment un contexte un peu plus difficile,
je demande à la personne, est-ce qu'il y a quelque chose, c'est poli, hein, est-ce que tu veux que je prépare quelque chose pour notre entrevue? Juste pour voir l'ordre du jour, s'il y a un truc, on m'attend sur quelque chose, etc. Et limite, s'il y a besoin de rien, et si ma présence, c'est pas intéressant, enfin, on m'attend pas à ce que je participe, gentiment, je dis, envoie-moi le compte rendu, comme ça je viendrai pas. Si je dois pas participer, que je prépare rien, le compte rendu me suffira, merci. Truc poli, comme ça. Mais quand je veux que les gens viennent, je copie-colle tout ça, en fait. Au tout début, c'est pour assurer ce qu'on va faire. Donc l'ordre du jour. Ça, je pense que vous êtes au courant qu'on met un ordre du jour. Je ne vous fais pas la leçon là-dessus. Mais je prends du temps pour un tour de table d'inclusion et de déclusion. Comment ça va aujourd'hui? Et après, comment tu vas à la fin de cette réunion qui s'est passée? Ouais. J'ai participé à un atelier. C'est là où j'ai eu le déclic. On faisait ce qu'on appelle le check-in, check-out. Donc c'est ça. Tu arrives avec quoi, tu pars avec quoi. Et en fait, c'était pendant 3 quarts d'heure. Ça durait une demi-heure, là, une heure la réunion par contre. Et pendant 3 quarts d'heure, on a répété ce qu'on a fait en arrivant ce matin et ce qu'on fera ce soir. Alors ça va être le bateau, j'ai pris le tram, je reprends le tram, j'ai mangé un truc au petit déjeuner, c'est surtout ça. Je ne voyais pas l'intérêt. Au bout de 3 quarts d'heure, on a commencé à aller sur des sujets un peu plus personnels parce qu'on s'est dit, en fait, on peut tous dire des sujets pas trop personnels, mais en tout cas qui nous impactent plus. Et il y a quelqu'un qui a dit, moi quand je pars, là ce soir, je m'arrête avec mon fils au café. Ah ouais, tous les soirs. Ouais. Tu fais quoi au café tous les soirs? Et en fait là on apprend que cette personne a un enfant qui a des troubles autistiques et qu'il a besoin d'avoir un sas avant de rentrer à la maison. Mais ça on ne le savait pas. Donc on ne pouvait pas comprendre que cette personne elle pouvait être fatiguée ou être nerveuse à certains jours. Donc en le sachant, on peut faire peut-être attention à elle différemment. Donc là, tour de table d'inclusion, est-ce que là dans la réunion qu'on va faire ensemble, est-ce que dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que je peux venir vous poser des questions compliquées peut-être? Ou c'est pas le moment, vous n'êtes pas d'humeur, vous êtes fatigué? Est-ce qu'on est un peu plus soft? Rien que ça déjà, ça me donne beaucoup d'informations. Et à la fin, comment tu te sens? T'es stressé de ce qu'on s'est dit? Peut-être, ou pas. Généralement, je pars sur la notion, je parle pas mal d'émotions en fait. À la fin de la réunion, j'espère que vous aurez telle émotion à la fin, tel sentiment. Une fierté d'avoir accompli quelque chose, c'est un peu bateau, mais en tout cas je donne le cadre, ce que j'attends de vous, comment vous devez être à la fin, j'espère que vous serez, pas que vous devez, mais j'espère que vous serez. Et puis en dessous, c'est tout le cadre que je rajoute. On est en réunion, mais si vous ne voulez pas venir, vous ne pouvez pas venir. S'il faut à un moment donné déconnecter, en présentiel ou en distanciel, vous le faites. S'il faut couper la caméra, vous le faites. Si vous devez sortir, faire une pause parce que vous en avez plein là à la tête, vous le faites. On va avoir des interactions ensemble. Je vais essayer d'avoir des échanges réguliers. Donc je vous préviens, on va parler. On va parler, je ne sais pas si je l'avais mis, en binôme, je ne l'ai pas mis, oui, en binôme ou en groupe. Donc ça va être tête à tête, peut-être plus sécurisé. Je fais généralement plus que ça, des trucs en binôme ou en groupe de 4, pour avoir des petits formats plus sécurisés pour parler. Et puis, il va y avoir du bruit, parce qu'on va parler ensemble. Donc si vous êtes sensible au bruit, soyez au courant. Ça va être modéré à fort, donc si jamais il y a un trop plein, vous pouvez vous espacer. Et puis je viendrai, surtout, je vous dirai. Si je vous vois que vous n'êtes pas bien, je viendrai voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment, comment je peux vous aider. Donc je vous le dis aussi. Les échanges seront confidentiels, et puis on fera un petit compte rendu à la fin, donc si vous loupez des choses, il n'y a pas de problème. Et si jamais il y a besoin de quelque chose à faire de différent, ou vous avez besoin d'un aménagement, on en discute. En fait, je trouve que depuis que je le lance, ce genre de choses, ça se passe beaucoup mieux les ateliers. Alors je vous l'ai dit, je vais dans des équipes qui sont en tension, donc généralement c'est un peu compliqué de parler, d'arriver à avoir une dynamique. Ça se passe plutôt bien, donc ça a l'air de marcher. Voilà. Je teste depuis pas trop longtemps celui-là. Mais comme quoi, rappelez le cadre. Et du coup, quand on est au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme pratique? Celle-là, c'est une pratique qui dure 15 minutes. 15 minutes, vous le faites une fois par semaine avec une personne. Voilà. Généralement, vous faites ça le lundi et puis elle vous répond le jeudi. Je ne sais pas pourquoi ils avaient mis ce timing-là, mais dans les bouquins, c'est écrit comme ça. Donc, je vous le rapporte. 4 questions, on y répond si on veut. Quelles sont tes principales réalisations? De quoi tu es plus fier cette semaine?
Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète en dehors du travail ou au boulot? On n'est pas obligé de répondre à celle-là. Comment tu sens le moral de l'équipe autour de toi? Comment ça se passe? Donc pareil, hein, on peut répondre ou pas, mais ça donne une autre vision de comment tu te sens. J'ai un collègue qui m'a fait rire une fois. Enfin, je sais pas si c'est marrant. Moi, je trouve ça marrant. On était à la pause café, et puis on se salue, je dis « Ah, comment tu vas ?» Et la personne répond « Ouais, ça va. » Et en face, il y a mon collègue qui fait « Attends, je t'arrête. Si Benoît te demande comment ça va, tu as intérêt à répondre. Il t'a demandé comment ça va. » Donc, s'il y a un truc qui ne va pas, il le saura et il va t'embarquer dans une pause café d'1 heure pour t'accompagner ou te soutenir s'il y a un besoin. Donc, dis pas juste ça va comme ça mécaniquement, réfléchis à ta réponse. Et ça m'avait fait marrer de me dire, en fait, je donne cette impression-là aux gens, d'être très comment ça va vraiment. Alors que c'est pas le but, hein, forcément, mais en tout cas, je me suis dit, tiens, il y a quand même une écoute qui est reconnue, donc c'est pas plus mal. Donc, comment tu sens le moral autour de toi? C'est aussi intéressant d'avoir ce retour-là. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire différemment? Souvent, on dit, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ou arrêter de faire? C'est parfois plus intéressant. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus ou en moins? Ça peut être plus intéressant de poser comme question, ou de différent au quotidien. Voilà. Donc vous envoyez ça à une personne, et puis vous attendez les réponses, et puis vous voyez que vous pouvez ajuster ou pas. Ça peut être une façon de faire. Voilà. Petite pratique rapide à faire. Ça vient de Patagonia, c'est marrant. Et justement, pour méditer un petit peu avant de partir, c'est Julie Savaria, c'est elle qui a parlé du Jedi juste avant. Une conférencière qui a sorti en fait ces 3 petites phrases, moi qui me font assez écho à chaque fois. C'est continuer tout le temps de s'éduquer à ce propos, de la sécurité psychologique et de l'entraide et de la DEI, tout ce qu'on a vu, sans s'auto-censurer. Oui, il y a peut-être des choses qui ne vont pas toujours se poser la question, mais pas aller vers le politiquement correct et se censurer peut-être sur quelque chose qu'on n'oserait pas faire. Et puis, pratiquer, c'est comme le vélo. Enfin, c'est pas comme le vélo justement, ça s'oublie vite. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Moi, je relis des notes régulièrement pour me dire, tiens, j'avais dit quoi, comment ça marchait, comment je faisais, parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps et peut-être que je vais mal le faire à nouveau. Et puis, ça m'a fait tilt. Il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour s'y mettre. Alors, trop tard, on le comprend aussi. Trop tôt, c'est en parler à ses enfants. On peut commencer à en parler à ses enfants de ce genre de choses, avec des mots peut-être plus simplifiés, mais leur dire, tiens, c'est comme ça que moi je vois le monde du travail, c'est comme ça que je me comporte avec mes collègues. Je ne sais pas si je suis un exemple pour toi, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose que tu pourras refaire plus tard. Donc c'est ce genre de choses qui peut être intéressant aussi à voir, à pas qu'aller chercher les vieux de la vieille pour leur dire c'est comme ça qu'on fait maintenant, en 2026. On peut le faire différemment. Puis sur ce bout de parole, que du coup moi je conclus la conférence, comme on dit. Je vous remercie en tout cas infiniment pour votre écoute et votre participation, même si vous avez osé un petit peu plus à la fin qu'au début, mais c'est tout à fait prévu. Et puis voilà, si vous voulez me suivre, j'ai tout mis, c'est un lien, il y a tout dedans, donc si jamais vous voulez suivre ce que je fais, il y a tout dessus, il y a même des slides, j'imagine, enfin, un peu tout le bazar. Et voilà, et du coup, si vous avez des questions, si vous osez en poser, on peut passer à des questions-réponses, si vous voulez.